Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, le sommaire. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ses prédécesseurs Soglo et Yayi lundi 1er juillet 2024 qui lui ont rendu compte de leur médiation au Niger. Des citoyens se prononcent sur le point de leurs échanges. Le maire de Cotonou, Lucas Trokbo, a officiellement lancé la deuxième édition de la formation gratuite en informatique dans un centre à Cotonou. Des précisions dans cette édition. L'Allemagne doit devenir le pays leader de la sécurité européenne commune selon Varsovie. Les raisons dans ce journal. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. La rencontre Talon, Soglo et Yayi s'est bel et bien tenue hier lundi. À travers un communiqué, la cellule de communication des deux anciens présidents a fait le point de la dite rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et ses prédécesseurs Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi ce lundi au Palais de la Marina. Les trois personnalités ont convenu des diligences à mener pour un rétablissement rapide ou du dialogue souhaité par toutes les parties. Lit-on dans le communiqué rendu public. Selon les détails, une commission tripartite est envisagée pour poursuivre le dialogue et elle est composée des représentants du gouvernement du Niger, des représentants du gouvernement du Bénin et de deux anciens présidents du Bénin, Soglo et Yayi. C'est l'une des conclusions des échanges entre le général Tiani et les deux anciens présidents du Bénin. La rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et ses prédécesseurs Soglo et Yayi a bel et bien eu lieu hier lundi, comme je l'annonçais, selon les détails issus du communiqué rendu public par la cellule de la communication, les deux anciens présidents de la commission tripartite chargée de poursuivre le dialogue et elle est composée de représentants du gouvernement du Niger, comme je l'annonçais. Des citoyens de Bénin se sont prononcés sur leurs échanges. On les écoute. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. On n'a qu'à vite, si possible aujourd'hui, mettre le comité en place et attendre les Nigériens ne qu'à venir. Notre problème, c'est la réouverture de la frontière que nous voulons. Ces commissions doivent arriver à une suite favorable. Et il n'y aura pas de tricherie. Est-ce que vous voyez? Il y aura, n'est-ce pas, la clarté, n'est-ce pas, dans ces affaires-là. C'est une très bonne chose. Je remercie M. Tiani. À cet instant T où nous sommes, le président Talon a besoin de ses anciens présidents pour gérer cette crise. Donc s'ils ont décidé de mettre un comité en place pour nous aider à régler cette crise-là, moi, je suis d'accord. Et je remercie encore le président Yayi Boni et le président Soglo. Je les remercie beaucoup pour leur initiative. Par la grâce de Dieu, à voir comment les choses se passent. Je crois que il y a de l'espoir. On souhaite que ça soit fructueux, que les échanges soient fructueux et qu'il y a du positif sort. Et c'est ce que nous on souhaite. Je salue particulièrement la démarche des deux anciens présidents
qui ont vu qu'il faut sauver ce pays. Puisque la crise entre le Bénin et le Niger, si cela continue, c'est grave pour l'économie béninoise. Je remercie aussi, n'est-ce pas, la bonne démarche aussi de M. Tiani, le général de brigade, président de la République nigérienne, M. Le président Bambata, que moi j'appelle Bambata, grand président Tiani, pour ce dégel-là. Je remercie aussi M. Patrice Talon, Athanase Guillaume, qui est disponible, n'est-ce pas, pour le dégel de cette crise. Ceux qui ont dit qu'il les a envoyés là-bas, aujourd'hui ils ont tort. Voilà, ils ont été bien reçus par le président Talon et deux anciens chefs d'État, Soglo et Yayi, sur la crise bénino-nigérienne. Et ce qui est important, c'est qu'on trouve une sortie de crise. Ils n'ont qu'à accélérer les choses pour aller vite, plus vite, pour que la frontière soit... pour qu'on ouvre la frontière du Niger. La démarche qu'ils ont menée là est une démarche très pacifique, très acceptable. Maintenant, ce qui est sorti de leur rencontre là, c'est ça, moi je veux entendre, je veux écouter, je veux entendre. Ils sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils sont allés dire avec Tiani? Ne pouvant pas donner d'interview à chaque organe de presse, l'économiste, fondamentaliste et acteur politique de la mouvance Bertin Kovi a fait un message à la disposition des médias sur la démarche des présidents Soglo et Yayi au Niger et sur le compte rendu au président Patrice Talon. Monsieur Kovi n'a pas manqué d'apporter des propositions de solutions pour la commission annoncée. On l'écoute. Je veux tout simplement féliciter la démarche des deux présidents. Surtout les féliciter pour la posture de sagesse et d'homme d'État prise. Ils n'ont pas fait de communiqué pour annoncer les résultats obtenus au Niger, ce qui est une très bonne chose. Ils ont réservé la primeur de leur déclaration dans le secret de l'audience au président Patrice Talon. À l'issue de la rencontre, ils n'ont pas dit grand-chose non plus. À part que les deux pays sont disposés à mettre en place une commission bilatérale, je l'appelle, même si on dit tripartite, parce que Nicéphore Soglo et Yayi Boni sont des Béninois. Alors, pour que la commission devienne tripartite, je crois qu'il faut ajouter les deux anciens présidents aussi du Niger à cette commission-là. Donc, on aura les membres du gouvernement du Bénin, les membres du gouvernement du Niger et la caution morale qui doit être les anciens présidents du Bénin et du Niger. C'est important parce que le peuple nigérien a besoin aussi d'anciens présidents qui se portent garant de ce qui se dit, de ce que le CNSP va dire. Mais au-delà, je suggère qu'on élargisse cette commission au Burkina Faso observateur, au Mali observateur. Bon, le Bénin n'a pas besoin d'autres personnes, mais le Niger, je crois, a besoin de ses frères alliés. Et pourquoi surtout le Burkina? Le Burkina est à la frontière avec le Bénin et le Burkina n'a pas meilleure relation avec la France que le Niger n'en a. Donc, faudrait pas qu'on finisse avec le Niger après le Burkina disent qui aurait de base au Bénin. Alors, que le Burkina aussi soit dans cette commission-là pour que on en finisse une fois pour de bon. Alors, je remarque tout simplement, je vais vous faire remarquer, je sais que vous l'avez pas oublié, le 21 mai, à ma conférence de presse à Hôtel Azalaï, pour rejeter les affirmations de Kémy Séba, qui laissait entendre qu'il y aurait des bases françaises pour attaquer le Niger à partir du Bénin. J'avais déjà dit que le président Patrice Talon offrait à son frère, le général Abdraman Tiani, mais de mettre en place une commission pour venir écumer notre sol et vérifier les informations qu'il croit détenir. Vous savez, quand vous regardez à l'horizon, vous pouvez prendre un mirage pour un fleuve. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y avait point de fleuve là. Soit celui qui est à l'horizon, qui regarde l'horizon, ne voit pas toujours la réalité de l'environnement.
eh bien, il n'y a aucune base étrangère au Bénin dont la vocation est d'aller attaquer le Niger, qui ait même la capacité, la possibilité d'aller attaquer le Niger. Alors, le Niger est faisant la même offre que ce que offrait déjà le président Patrice Talon. Je crois que la solution est toute vite trouvée. Je voudrais quand même dire ici que la fermeture de la frontière, la posture du CNSP a été d'abord une posture de communication politique, parce que le CNSP ne doit son salut qu'au soutien massif apporté par le peuple nigérien. Et le peuple nigérien était fâché, peut-être même reste encore fâché, contre le président Patrice Talon et son gouvernement, contre la CEDEAO et l'UEMOA. Et le CNSP avait besoin d'une bonne raison pour pouvoir convaincre son peuple de ce qu'il faut normaliser les relations avec le Bénin. Le parti d'extrême droite Rassemblement National est arrivé en tête au premier tour des législatives anticipées en France le dimanche 30 juillet 2024. La gauche et le camp présidentiel appellent à des désistements au second tour, chacun s'estimant mieux placé que l'autre pour battre l'extrême droite. Morgane Metondi Assogba, analyste géopolitique, se prononce sur les enseignements à tirer de ce premier tour. Il est au micro de Nassirine Fatumbi, Francis Fahmi. Le premier tour de ces élections, naturellement, confirme ce à quoi on a assisté aux élections de l'Union européenne. Un Rassemblement national en très bonne position et que le parti du président Macron se retrouve en troisième position. Techniquement, si on s'en tient aux projections qui ont été faites à partir des résultats qu'on semble déjà avoir comptabilisés. Maintenant, il faudra attendre l'officialisation de tous les éléments et on se dirigera vers un deuxième tour, qui aura assez de surprises. Et la surprise va résider dans toute cette question de la triangulaire et aussi de la possibilité de désistement de certains candidats en faveur d'autres. Aujourd'hui, on a M. Mélenchon qui donne une consigne qui veut bien que ces électeurs n'aillent pas dans le sens du Rassemblement national. Mais est-ce que les instructions iront dans la dynamique de refléter le résultat ou de refléter l'état du peuple français qui semble réellement assez frustré et veut essayer quelque chose de nouveau, même si cela n'est pas forcément ce qu'il souhaite. Donc nous sommes dans une situation un peu compliquée, mais si une chose est très claire, c'est qu'il y aura un nouveau Premier ministre qui sera nommé par le président Macron à la fin de ce deuxième tour prévu pour le 7 juillet. La religion, l'implication des religions dans le processus démocratique et dans le règlement des crises en Afrique fait polémique dans plusieurs pays, dans le Bénin. On a vu l'Église catholique se prononcer sur le vote du code électoral en République du Bénin. Alors, il se pose la question de savoir, les religions doivent-elles se mêler de la politique? Quelques citoyens de la ville de Parakou se prononcent sur le sujet au micro de Samuel Aguiar et de Constantine Arodino. C'est une belle question. Et pour commencer, je vais vous faire comprendre qu'entre-temps, la religion ne se mêle pas de la politique. Mais pourquoi? Les gens d'avant ne sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. En réalité, la vie que nous menons aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, selon moi, la politique, ça n'a pas besoin de la religion ni l'ethnie. Tout le monde peut faire la politique. D'après mon point de vue, les religions n'ont aucun droit de s'immiscer dans la politique. La politique ne doit pas se mêler de la religion, puisque la religion est une question dogmatique. C'est un domaine de Dieu. On ne doit pas se mêler de la politique. Bon, puisque en voulant se mêler de la politique, quand la religion veut se mêler de la politique, on risque de bannir certaines règles de la religion. Oui, c'est normal. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la politique. Mais ce n'est pas de la façon dont le prophète a fait la politique que nos politiciens d'aujourd'hui sont en train de faire la politique.
et nos différents cadres, les différents cadres qui font la politique, ce n'est pas de la façon dont le prophète a fait qu'ils sont en train de faire. Les musulmans qui se mènent, les têtes couronnées qui se mènent dans la politique, la façon dont le prophète a enseigné aux gens de faire la politique, ce n'est pas de cette façon. Le prophète a fait la politique pour essayer de convaincre les gens à entrer en l'islam. Parce que l'islam, au fait, c'est une religion de paix. C'est la paix qu'on appelle l'islam. Vraiment, ce n'est pas du tout raisonnable que les religieux se mènent du politique. Puisque la religion est trop loin de la politique. Ces derniers ne pourront jamais être jugés arbitres. Parce que la politique et la religion sont deux choses qui s'opposent carrément. Le juge qui va juger a pris des armes pour la guerre. Comment il peut encore intervenir pour la paix? Ils ne pourront plus. Ça là, c'est hors zone ça. C'est hors zone de couverture. Un religieux qui se mène de la politique, lui, il n'est plus religieux. Il est politique. Là, lui, là, son cas, c'est à revoir. Puisque lui, il est religieux. Et la religion, excusez-moi beaucoup, référons-nous à Monseigneur Isidore de Souza, lors de la conférence nationale des forces vives de la nation en 91 là. C'était lui qui a ramené tout le monde et la paix a régné. Si il se disait politique et qu'il supportait l'autre un camp et laissait l'autre, comment on va finir? La politique et la religion ne volent pas de paix. C'est deux cas différents. La religion, en réalité, il faut connaître d'abord ta religion. C'est quoi ta religion? La définition de ta religion. Parce que ça, là, c'est quelque chose qui est très capital. C'est quoi ta religion? Aujourd'hui, les religions, en réalité, c'est la paix. C'est la paix. La religion, c'est celui qui adore et sa religion correctement saura que la religion est faite pour la paix et non pour la guerre et non pour les petits conflits. Donc, selon moi, la religion, c'est la paix. Le rôle des religions, c'est de moraliser la mentalité des hommes dans la cité, de permettre aux hommes de suivre la bonne voie, de pardonner les uns et les autres. Le rôle d'un religieux dans la cité, en fait, les religions sont chargées d'éduquer les citoyens, de les mettre dans le droit chemin, de les montrer les bonnes choses et les bonnes manières. Bon, le rôle des religions dans la cité, ils sont là pour la paix, pour prier rien que la paix. La religion est une doctrine. Et cette doctrine, elle est faite pour sensibiliser les citoyens à connaître la vérité et le mensonge, le vrai et le faux. Puisque toutefois qu'il y aura des mésententes, c'est eux qui sont les premiers à intervenir sur le problème. La CRIET a rendu ce mardi 2 juillet 2024 son verdict dans le dossier du député Nestor Noutaï, poursuivi pour blanchiment de capitaux. Pas de peine d'emprisonnement pour lui, ni d'amende contre le concerné. Le député membre du parti Union progressiste Le Renouveau a donc été relaxé au bénéfice du doute par la CRIET. Et l'élu parlementaire était poursuivi, il faut le rappeler, son mandat de dépôt par le parquet de la justice spéciale dans cette affaire.
Plus de 100 élèves, étudiants et jeunes diplômés sans emploi prennent part à la 2e édition de la formation gratuite en informatique parrainée par la Fondation Luc Setonji à Trokbo. Elle a été officiellement lancée lundi 1er juillet au centre Béni Service à Cotonou. Nous remercions le maire Luc Setonji à Trokbo qui, depuis l'année dernière, nous soutient en mettant à notre disposition des équipements informatiques, les supports de cours et tous les matériels didactiques dont les bénéficiaires ont besoin, a déclaré le DG de Béni Service. Selon lui, c'est grâce à la dite fondation que cette formation est totalement gratuite pour tous les bénéficiaires. Les membres de l'instance décisionnelle du Centre hospitalier international de Calavichik sont connus. Ils ont été installés ce lundi 1er juillet 2024. C'est le ministre de la Santé, professeur Benjamin Onkpati, qui préside le conseil d'administration de l'hôpital, composé de 6 personnes. Ce en attendant la désignation du président de la commission médicale d'établissement et ils ont, sans attendre, il faut le préciser, tenu leur première session ordinaire aussitôt après leur installation. L'ancien directeur général de l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments ABSA, Epiphane Rossou, et un de ses collaborateurs sont placés en garde à vue à la brigade économique et financière depuis le vendredi dernier, selon les informations d'un média de la place. Cette mesure intervient après que des ananas en provenance du Bénin aient été retirés des rayons de supermarchés en France en raison de préoccupations concernant une possible contamination chimique. En effet, après avoir été suspendu de ses fonctions, Epiphane Rossou a été privé de sa liberté. Pour rappel, les grandes surfaces Carrefour, Cora, Leclerc et bien d'autres ont retiré ces ananas de leurs rayons à cause d'une contamination chimique ou d'une concentration élevée de résidus de pesticides. La musique béninoise était à l'honneur ce samedi 29 juin 2024 à la faveur de la célébration de la fête internationale de la musique. En marge de l'événement culturel qui s'est tenu à la place Tabera de Parakou, des artistes ont apprécié la qualité de la musique béninoise et ont parlé des perspectives. Suivons le propos au micro de Florian Bagidi et Marcel Pouty. Bon, le niveau de la musique béninoise, je pense que ça évolue. Ça évolue et de génération en génération, il y a quand même un changement. Et aujourd'hui, à l'international, on voit quand même certains artistes qui sont à l'international aujourd'hui. La musique béninoise a beaucoup évolué. Il y a 20-25 ans de cela, c'était pas cela. Mais c'était pas vraiment ce qu'on pense là. C'est vrai qu'il y avait de la bonne musique, mais en matière d'arrangement et de bon son, ça laissait un peu à désirer. Mais actuellement, avec et les efforts du gouvernement et les efforts des artistes, sans oublier les promoteurs, les arrangeurs surtout, je pense que la musique béninoise, elle maintenant s'écrit en lettres d'or, n'est-ce pas, sur la meilleure page de la musique africaine et du monde. Je pense que sincèrement ça évolue bien et c'est à encourager. Ah oui, la qualité de la musique béninoise, franchement, elle a été haussée par rapport qu'avant aux années précédentes, aux années antérieures. Et cette fois-ci, il y a plus de travail, plus de performance. Et puis les artistes sont épanouis, ils sont fiers. Déjà, il faut dire que les musiciens béninois, les artistes béninois sont bourrés de talent. Je ne sais pas comment on a fait, mais on dirait qu'au moment où Dieu partageait les talents, là, il y avait plus de Béninois présents. Donc voilà, ils sont bourrés de talent. Pour moi, tout ce qui reste à faire, c'est de travailler encore et encore parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Travailler le talent tous les jours que Dieu fait pour pouvoir faire plus parler de chez nous, de notre pays, le Bénin, dans le monde entier. Voilà, comme la mère Angélique Kidjo. Oui, surtout l'accompagnement. Moi, je veux même, par exemple, l'agence qui organise les événements commence par récupérer les clips des artistes et qu'on les amène peut-être sur les chaînes à l'international.
Si ça mérite qu'on paye, le gouvernement peut payer à notre place, pourvu qu'on soit vu à l'international. Bon, c'est de nous aider à nous former, parce que pour aller à l'international aussi, il faut être un artiste vraiment confirmé et il y a des formations qui nous manquent. Donc, tout ça là, si le gouvernement peut penser à nous et pour que plusieurs artistes, nous qui sommes, disons, artistes, nous puissions être formés, connaître la musique, lire la musique, disons, quand tu composes une chanson, que tu puisses l'écrire, la chanter, disons, ce serait bien. Déjà, je pense que le gouvernement fait assez d'efforts actuellement pour pouvoir booster les artistes béninois. C'est vrai que voilà, on peut pas être tout le temps, enfin, on n'a pas toujours ce qu'on veut et on ne peut pas être parfait. Donc ça sera satisfaisant pour d'autres et ça ne sera pas pour l'autre partie. Du coup, je pense que c'est surtout à nous les artistes de voir entre nous, de rester soudés et d'aider le gouvernement à nous aider. Ce que nous allons souhaiter, c'est de faire un plaidoyer, n'est-ce pas, au gouvernement béninois pour qu'il accompagne, que ce soit les arrangeurs, les producteurs et les promoteurs, je dis bien les arrangeurs, les producteurs et les promoteurs d'artistes, parce que si ceux-là, ils sont bien accompagnés, je pense que les œuvres de nous, les artistes vont encore mieux travailler parce que quand l'artiste se mue lui-même, il est obligé de se muer en arrangeur, de se muer en sa propre promoteur, à son propre manager. Ça ne marche souvent pas parce qu'il ne peut pas maîtriser tous ces domaines-là. Mais si tous ces domaines-là sont promus, n'est-ce pas, si tous ces domaines existent au Bénin, je pense que ça peut permettre aux artistes, n'est-ce pas, de s'occuper seulement, n'est-ce pas, de la composition, de la production, de la conception, n'est-ce pas, et de leurs morceaux. Et là, le reste se fera par toute la chaîne. Et je pense que si ces artistes-là sont un peu accompagnés, ça leur permettra de s'occuper uniquement, n'est-ce pas, de l'art. Et c'est tout cela ce qui fera que l'art béninois pourra évoluer et transcender les frontières de notre pays. Passons à présent aux actualités hors de nos frontières. Au Burkina Faso, la localité de Mansilla est reprise par les forces armées ou djihadistes. Le 11 juin dernier, des terroristes proches du JNIM liés à Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et des quartiers de cette localité. L'attaque avait fait plus d'une trentaine de morts parmi les soldats burkinabés sans aucune communication. Après offensive menée par les unités spéciales burkinabé, cette commune a été reconquise. Il faut noter que les autorités de transition, comme je l'annonçais, n'avaient aucunement communiqué là-dessus et les éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale ont été les premiers à être héliportés sur place 24 heures après l'attaque. D'autres soldats sont ensuite arrivés en renfort. Leur mission est de reprendre possession de la base, procéder à l'évacuation des blessés et assurer une sécurisation de la commune. Ces unités sont toujours sur place, ont assuré les sources sécuritaires qui reconnaissent avec fierté que le drapeau national flotte à nouveau sur Mansilla. La Turquie a entamé une médiation pour apaiser les relations entre l'Éthiopie et la Somalie. Et les ambassadeurs des ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés hier lundi à Ankara. Les tensions entre leurs pays sont vives depuis la signature en début d'année d'un protocole d'accord entre Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Celui-ci vise à accorder à l'Éthiopie un bail pour une base navale sur 50 ans en échange d'une reconnaissance diplomatique, un acte considéré par la Somalie comme une agression. Il faut rappeler que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait pourtant déclaré qu'aucun dialogue ne serait possible sans le retrait de l'accord. Et avec cette rencontre, il semble être revenu, sur ses propos prononcés en février dernier. Le chef de l'État a déjà fait un pas
la semaine dernière vers de possibles négociations proposant à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge, mais dans le respect des conditions commerciales établies par son pays. Dernière actualité hors de nos frontières, l'Allemagne doit devenir le pays leader de la sécurité européenne commune. Une déclaration faite ce mardi 2 juillet par le premier ministre polonais Donald Tusk durant les consultations intergouvernementales entre les deux pays à Varsovie. Je ne peux pas imaginer que l'Allemagne ne devienne pas le pays leader en matière de sécurité commune européenne, y compris polonaise, a dit Monsieur Tusk lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz. Parlons sport à présent. La Fédération béninoise de natation a tenu le samedi 29 juin dernier son assemblée générale ordinaire à mi-parcours au CG1 à Kpakpa, centre de Cotonou. Le bilan du comité exécutif du président Aurélien Rontonji a reçu l'assentiment des acteurs. Le point est signé Larios Adjagbeno et Abel Ojo. Réédition de compte à la Fédération béninoise de natation. Aurélien Rontonji et ses pairs du comité exécutif ont rendu compte de leur gestion à mi-parcours à leur mandat et reçoivent leur quitus pour le travail abattu. L'Assemblée nous donne le pouvoir de continuer dans la même direction. Ce bureau travaille pour que le Bénin cesse d'aller aux Jeux olympiques par les places d'universalité. Depuis son élection, le président Rontonji a, avec son bureau, travaillé à mettre en orbite la natation béninoise, aussi bien sur le plan national qu'à l'international, reconnaît le patron du mouvement sportif béninois. Vraiment admiré par les fédérations de nos pays frères. Vous êtes vraiment admiré par les organisations continentales et mondiales qui ont quand même vu cette même fédération il y a des mandats en arrière. Pour sa part, le représentant du ministre des Sports espère de la famille de la natation béninoise le maintien du cap au terme des travaux. Je vous invite tous à beaucoup d'attention et au discernement et tout ceci dans un esprit de recherche permanente de performance afin de relever efficacement les défis les plus urgents qui nous attendent tous, à savoir les prochains Jeux Olympiques, Paris 2024 et surtout les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Après les soubresauts du début de mandat, la Fédération béninoise de natation retrouve sa sérénité et une ambiance bon enfant en vue de belles performances lors des prochaines échéances. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.